Bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, Anonymous se lance à l'assaut de l'organisation de l'État islamique sur les réseaux sociaux. Critiqués par certains, les hackers ont accepté de s'expliquer pour Tech24. Ce sera notre document de la semaine. Netflix débarque en France pour le plaisir des consommateurs, mais aux grandes dames de ses concurrents. Guillaume Gralet du magazine Le Point revient sur cette folle semaine pour le géant du streaming et c'est à suivre. Mais d'abord, la guerre contre l'organisation de l'État islamique change de front. Le mouvement Anonymous a décidé de mener le combat sur les réseaux sociaux. Baptisée Opération ICE-ISIS, l'initiative vise, je cite, à protéger ceux qui sont sans défense en ligne comme dans le monde réel et à empêcher les djihadistes de diffuser leur propagande sur le web. Les activistes n'acceptent que très rarement de s'exprimer dans les médias. Annelise Borges a recueilli leurs propos pour Tech24. Un des membres du réseau revient sur les raisons qui ont poussé Anonymous à se lancer à l'assaut de l'organisation de l'État islamique. Écoutez. Première raison, nous voulions que le public comprenne à quel point la situation est urgente en Irak avant que les médias mainstream ne prennent une direction sérieuse et parlent de la menace de l'organisation de l'État islamique. Nous avons été parmi les premiers à parler au monde avec la vidéo que nous avons mise sur YouTube et à expliquer comment l'organisation de l'État islamique est née. Nous avons également dit que les USA ne sont pas sans reproche car ils ont indirectement contribué à la crise dont nous sommes les témoins aujourd'hui. La deuxième raison est que nous voulions être sûrs que le public sache que l'organisation de l'État islamique ne représente pas la religion islamique. De nombreuses fois, il y a eu confusion et haine lorsqu'un groupe se revendiquant de l'islam faisait surface. Nous ne voulions pas que cela se reproduise. Depuis plusieurs semaines, Anonymous appelait à une cyberguerre massive contre l'autoproclamé État islamique. Mais certains critiquaient une sorte de double langage entre régulation et censure. Les hackers ont donc dû revoir leur stratégie tout en s'expliquant sur leurs intentions. L'organisation de l'État islamique n'est pas un gouvernement. Par conséquent, elle n'a pas de site gouvernemental et l'essentiel de son activité se joue sur les réseaux sociaux. Nous avons rarement fait face à une telle situation. Nous avons donc décidé, au lieu de les attaquer directement, d'attaquer leur idéologie avec objectivité et de façon logique. Nous faisons notre travail en informant les gens que ces criminels sont des menteurs qui ne méritent pas d'être écoutés. Nous avons cité les règles de conduite de l'islam qui incluent l'obligation de ne pas porter atteinte aux prisonniers de guerre ou l'interdiction d'attaquer les ministères. Nous avons aussi cité le prophète Mahomet qui dit que toute personne qui brise ces règles doit être exclue de la communauté. Les exposés changent radicalement l'influence qu'ils ont sur les réseaux sociaux et les montrent pour ce qu'ils sont, des gangsters qui détournent la religion musulmane. Et Anonymous continue à mener plusieurs actions pour combattre les atteintes aux libertés en ligne. De quelques sources que ces menaces proviennent. Prochain rendez-vous déclaré, ce sera le 5 novembre. La branche française du groupe d'activistes appelle à une journée d'action contre l'ultra-surveillance. Alors, Guillaume Gralet, est-ce que c'est si simple que ça quand on est un hacker, même un pirate de haute volée, de combattre le terrorisme en ligne? Vous l'avez dit, Marjorie, ces activistes ont la hantise de se faire fliquer. Ils se sont d'abord déjà attaqués à plusieurs reprises à des États. Ils ont tout simplement effacé les pages de ces États. Là, le combat sera très difficile. Pourquoi? Parce que par définition, il n'y a pas de site officiel de terroristes. Il n'y a pas de site que l'on peut effacer. Mais les terroristes utilisent les réseaux sociaux, souvent les tout derniers réseaux sociaux. Ça peut être Snapchat, ça peut être WeChat, ça peut être même le chinois QQ. Donc, on voit que le combat sera difficile. On sait que les anonymes se sont déjà attaqués à l'église de Scientologie. Cette fois-ci, ça sera encore plus compliqué. Et justement, il pourrait aussi passer peut-être pour un hacker, mais cette fois-ci à l'abordage du système audiovisuel. Netflix, le géant de la vidéo à la demande, accoste en France, mais également en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Belgique ou encore au Luxembourg. Le site de streaming a déjà converti 50 millions de téléspectateurs en ce qu'on appelle les binge watchers. Alors Guillaume, est-ce qu'on peut aussi déjà vous compter, vous, parmi ces accros aux séries et aux films sur tablette et sur ordinateur? Alors j'ai essayé, il y a plusieurs choses que j'ai bien aimées. D'abord, c'est le fait de pouvoir commencer un film sur ma télévision et ensuite, quand je voulais laisser libérer le séjour, poursuivre ce film sur une tablette. Ensuite, il y a le changement de langue qui est très facile. Côté catalogue, je suis plus mesuré. En fait, vous retrouvez certaines œuvres intéressantes, certaines œuvres de la nouvelle vague.
le cinéaste également finlandais Harri Kaurismäki que j'adore. On retrouve, il y a certains manquements, hein, par exemple l'Armée des Ombres qui est un classique. Et puis surtout, c'est très américano-centrique. Ça me manque un petit peu d'avoir des œuvres d'autres pays. Et je suis un petit peu déçu là-dessus. Alors, justement, j'allais dire l'intérêt, si ce n'est l'intelligence de Netflix, elle repose sur sa technologie, sur son algorithme. Comment est-ce que Netflix fait pour lire dans les envies, dans les recommandations de ses utilisateurs? Effectivement, chez Netflix, qui compte plus de 2000 salariés, Marjorie, il y en a plus de 1000 qui scrutent ce que vous appelez le binge-watching, c'est-à-dire la manière dont on regarde quand on s'arrête, ce qu'on a regardé dans le passé avec des comptes individuels. Il y a plus de 70 000 catégories. Il y en a même certaines assez loufoques, par exemple les films où Nicolas Cage se vautre littéralement. Mais surtout, Marjorie, il y a ces fameuses journées de piratage qu'on appelle en interne des hack days. Il y en a eu une à la mi-août. Et durant ces journées, tout est permis. On va tout expérimenter. On va expérimenter, par exemple, le fait d'utiliser les lunettes Oculus Rift. Vous savez, ces fameuses lunettes immersives qui ont été rachetées par Facebook pour regarder un film et pour se dire si un jour, on ne va pas regarder la télévision de cette manière. Il y a également une autre expérience que j'ai trouvée intéressante. C'est celle qui est d'adapter la lumière, l'intensité lumineuse à l'ambiance du film. Ça a été fait avec les lampes U de Philips et on va pouvoir accentuer un suspense, par exemple. Et l'immersion, justement, entre Facebook, si j'ose dire, et Netflix, elle va même plus loin que ces tests sur les lunettes Oculus Rift, puisque le principe de recommandation est extrêmement poussé sur le réseau social Roi en ligne. Alors justement, Netflix est-il le bienvenu en France? Mode d'emploi tout de suite avec Cédric Ferreira. Un vidéoclub gigantesque à domicile. Voilà à quoi ressemble Netflix. En échange d'un abonnement mensuel entre 8 et 12 euros, l'utilisateur a accès à un catalogue de plus de 10 000 films et séries. Et ce, sur tous les appareils reliés à Internet, ordinateurs, tablettes, téléviseurs et même smartphones. L'objectif est de mettre à disposition le bon contenu pour chaque personne. Nous pensons qu'il faut faire en sorte qu'il y ait 50 millions de chaînes pour 50 millions d'abonnés. Donc chaque personne voit devant son écran ses propres choix. Nous faisons cela en apprenant les goûts et les préférences de nos membres. Pour obtenir ces informations, le géant américain a mis au point un algorithme qui observe à chaque instant autant le spectateur que le film qu'il regarde. Plus de 7000 critères sont pris en compte. La première fois que vous allez vous connecter, vous allez renseigner un certain nombre d'informations personnelles sur votre âge, votre sexe, l'endroit où vous habitez. Et par la suite, de manière un peu automatisée, Netflix, grâce à une solution qui s'appelle Instant Watch, est en capacité de vous proposer des contenus, des programmes qui sont adaptés à vos usages, à ce que vous aimez. Avec plus de 50 millions d'abonnés à travers le monde, l'entreprise californienne s'attaque désormais à l'Europe. En France, Netflix entend conquérir un tiers des foyers, comme aux États-Unis. Mais le service dispose pour le moment d'un gros point faible. Dans un premier temps, Netflix ne va pas être disponible sur les téléviseurs à travers les box des fournisseurs d'accès Internet. Et aujourd'hui, ce marché-là, c'est 80% de la consommation de la VOD au global en France. Donc ça veut dire que Netflix va démarrer en s'adressant simplement, évidemment, à 27 millions de foyers, mais 20% des gens qui consomment de la VOD. Les détracteurs de Netflix pointent aussi du doigt une offre peu attrayante, puisqu'il faut attendre un délai de 3 ans avant de retrouver un film sorti au cinéma. Alors Guillaume, vous vous sentez tout à l'heure un peu déçu de ne vous voir proposer sur Netflix que du contenu très américain. Le modèle, lui, fait des petits, il essaime dans le monde entier et d'autres Netflix sont en train de naître à l'autre bout de la planète. Il y a notamment des choses très intéressantes qui se passent en Afrique. Oui, Marjorie, d'autant que Reed Hastings a passé 2 ans au Swaziland avant de créer Netflix. Alors, on va rester en Afrique, on va aller au Nigeria et on va voir une application qui existe pour l'instant uniquement sur Android et qui s'appelle Iroko TV. Iroko TV, en fait, elle va tirer parti de l'extraordinaire production qu'il y a au Nigeria. Et sur cette application, vous allez pouvoir avoir le choix entre 5000 fictions. Alors, ça va des thrillers qui sont faits sur place à des histoires d'amour. On parle des cougars également. Donc, c'est extrêmement palpitant. On voit une vraie effervescence. On retrouve un peu cette effervescence africaine, ou en tout cas africo-occidentale, avec un projet qui s'appelle AfroStream, qui est né en partie en France et qui verra le jour bientôt, qui proposera des fictions où les personnes noires, en fait, sont davantage représentées. Et alors justement, l'autre grand gagnant de l'affaire, c'est peut-être Alibaba. Alibaba, le géant du e-commerce chinois qui vient de s'introduire en bourse aux États-Unis.
Parce qu'en plus d'être ce fameux géant du e-commerce et des ventes aux enchères et du système de paiement, Alipay par exemple, il veut lui aussi entrer en concurrence avec Netflix et proposer des films et des séries en étant au pays du piratage. Oui, on voit bien que Alibaba veut absolument tout faire. Il avait investi dans Youku Tudou, qui est un peu le YouTube chinois. Eh bien, aujourd'hui, il s'allie avec le producteur canadien Lionsgate. Lionsgate, il est derrière des productions extrêmement connues comme Twilight, comme Mad Men. Et Alibaba explique qu'il va produire lui-même ces séries pour les distribuer sur ce qui est le plus grand marché de l'Internet au monde, la Chine. Allez Guillaume, je vous laisse révéler le Mad Men qui sommeille en vous. Merci pour votre expertise. Et c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve sur Facebook et sur Twitter comme chaque semaine grâce au hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actualité numérique. Et on se quitte en images. Restez connectés. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24.